est à Monsieur le Président Vallot pour le groupe socialiste. Oui. Ça, tu sais bien. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons votre bilan, c'est celui du Président de la République. La crise du logement, la crise de l'hôpital, la crise agricole, la crise de l'école, la crise sociale, la crise des salaires, la crise des finances publiques. C'est la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA, la réforme des retraites. C'est aussi ce moment coupable de bascule politique et morale avec la loi immigration lorsque vous avez cédé à la droite et à l'extrême droite. Nous connaissons désormais votre projet, c'est celui du Président de la République. Libéral et conservateur, la cohabitation assumée avec la droite dont vous conduisez désormais la politique. Nous pourrions l'entendre parler de vous, mais je veux parler des Français car notre rôle d'opposition, c'est de convertir l'alerte en perspective et la critique en action. Les Français souffrent, le pays souffre, et le mal qui le ronge, c'est l'injustice. Alors que vous préparez déjà une nouvelle réforme du marché du travail et de l'assurance chômage faite de mauvais coups, vous prétendez défendre la valeur travail. Nous défendons pour notre part la valeur du travail et nous voulons que la valeur change de camp, qu'elle ne soit plus du côté des rentiers, des actionnaires et des rémunérations extravagantes, mais du côté du travail et des travailleurs. Nous défendons la France des ronds-points des sous-préfectures, vous défendez la France du rond-point des Champs-Élysées. Nous voulons que le travail paye et qu'il paye bien, pas de cette France de travailleurs pauvres. Nous défendons l'égalisation de la fiscalité du capital et du travail, la taxation des multinationales et des superprofits, un juste partage de la valeur, pas vous. Nous défendons l'augmentation des salaires indexés sur l'inflation, une limitation des écarts de rémunération de 1 à 20, pas vous. Nous voulons que la valeur soit du côté de l'utilité sociale. L'heure est venue d'une radicale reconsidération morale et économique des métiers du soin. Nous avons besoin plus que jamais des infirmières, des aides à domicile, des assistants d'éducation, des aides-soignantes. Nous voulons bâtir un modèle économique pour le XXIe siècle où le travail est mis au service de la pleine santé. Vous parlez d'emploi, nous voulons parler de travail, des conditions de travail, de santé au travail, du temps de travail et du temps libéré, de l'organisation du travail et des processus de production. Le temps de travail et le travail comme mise en commun et but partagé. Nous défendons pour cela le dialogue social, le dialogue professionnel et la codétermination dans l'entreprise. Ce dont il faut se débarrasser, ce n'est pas du travail. Les gens aiment leur métier, mais des rapports de domination. Vous voulez libéraliser, ubériser le travail. Nous voulons toujours mieux le civiliser. Nous défendons le travail qui émancipe, digne et porteur de sens. Vivre dignement, c'est aussi pour beaucoup de nos compatriotes compter sur nos services publics si durement attaqués par vos réformes. Quand l'État social de services publics recule, les inégalités avancent et les injustices prospèrent. Les Français les plus modestes, sans interlocuteurs, aux prises avec des services sociaux chamboulés par l'austérité, fragilisés par vos réformes toujours suspicieuses, en sont comme toujours les premières victimes. Ce qui caractérise le présent et plus encore l'avenir, c'est l'incertitude qui trie les vies et qui laisse les plus fragiles sur le bord du chemin. Ce que nous devons imaginer, ce sont les services publics de demain et c'est une protection sociale qui apprivoise le hasard. L'État social de demain, c'est celui du retour à l'universel qui n'oublie pas les catégories et les classes moyennes qui trop souvent ont le sentiment de n'avoir droit à rien. C'est-à-dire des services publics étendus pour tous, des droits et des mécanismes de solidarité qui sont notre capital commun. L'universel, ce sont des droits pour tous plutôt que des allocations pour certains. L'universel, c'est l'extension des services publics et leur gratuité, comme dans les transports publics par exemple. L'universel, c'est l'assurance maladie obligatoire à 100% pour tous. C'est le minimum jeunesse, c'est le repas à 1 €. C'est demain la sécurité sociale alimentaire et la garantie universelle des loyers. C'est aussi une réflexion exigeante sur la gestion de nos biens communs. La terre, l'eau, leur partage et leur accaparement. Ce qui doit être laissé ou retiré au marché, comme les EHPAD ou les crèches. L'universel, je voudrais y insister devant votre ministre, c'est la mixité sociale à l'école. La ségrégation mine la cohésion nationale, aboutissant au repli sur soi pour les uns et à la sécession pour les autres. Nous devons avoir un objectif supérieur,
étudier ensemble pour vivre ensemble, car seule l'expérience est universalisante. Et ce n'est pas votre SNU qui remédiera à des années de séparatisme social. L'instruction publique reste indubitablement le ciment de la République, contre toutes les grandes féodalités sociales, religieuses, économiques et territoriales, mais aussi contre toutes les forces de la désunion nationale. C'est comme cela que l'on ramène à la République, par la République. Et je le dis aux obsédés du réarmement civique et de la régénération, aux inquiets de la décivilisation. La République sociale, c'est au fond la meilleure façon de prendre en charge le sentiment national. C'est la seule voie pour surmonter l'éternel dilemme entre la recherche de l'universel et l'affirmation du particulier. La République, c'est ce qui nous distingue et pour nous, une forme de vie collective fondée sur la recherche de l'égalité comme base des relations sociales et comme mode de production du commun. Généreux de mots, nous avons entendu, et avare d'actes. Votre bilan environnemental est un dépôt de bilan. Jamais la crise n'aura paru ni plus tangible, ni plus violente, ni porté aussi nettement son cortège d'injustice et d'inégalités, tandis que prospèrent des richesses et des modes de vie incompatibles avec les limites de la planète, ajoutant au sentiment d'incompréhension et de colère. La justice, comme objectif et comme mode d'action, est pour nous l'un des leviers majeurs de la transformation sociale et la seule façon de repenser les fondements mêmes de notre politique économique. Elle redonne sa légitimité à la puissance publique, sa nécessité à la planification écologique, sa force au débat démocratique. Alors que nos paysans souffrent, chacun le sent. L'agriculture ne traverse pas une simple crise, elle est au cœur d'une révolution, à la confluence de la critique du libéralisme. Elle est au cœur de la contestation de l'exigence de justice et de l'impératif écologique. Ce qui sombre, c'est une organisation socio-industrielle fondée sur l'énergie à bas coût, la chimie, l'agrandissement des structures, la spécialisation et un libre-échange destructeur. Pour ouvrir une nouvelle ère, il faut une refondation de la PAC à Bruxelles et une vraie loi d'orientation à Paris. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Un cap, l'agroécologie et le renouvellement des générations. Un impératif, le juste partage de la valeur face à la prédation de la grande distribution et des industries agroalimentaires. Une condition, la protection de nos marchés contre une mondialisation déloyale. Il n'est plus possible de faire semblant. Nous avons besoin d'un grand plan de bifurcation écologique. Des investissements de l'ordre de 100 milliards d'euros par an financés par une caisse d'amortissement de la dette climatique. Nous voulons un plan de réindustrialisation et de décarbonation de notre industrie, garant de notre souveraineté industrielle et alimentaire. Nous devons défendre nos intérêts souverains, préparer l'avenir et construire l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui. Nous voulons nous engager résolument dans la décarbonation de nos modes de vie, planifier les besoins énergétiques, massifier la rénovation thermique, soutenir l'investissement dans les réseaux et les énergies renouvelables, soutenir le transport ferroviaire et fluvial. Notre écologie, Monsieur le Premier ministre, c'est l'écologie des vulnérables. Une écologie à hauteur d'homme, de la vie quotidienne, qui desserre la ceinture des plus modestes, mieux se loger, mieux se déplacer, mieux se nourrir. Nous voulons, avec les Français, plus de justice et moins de carbone. Partout dans le monde, Monsieur le Premier ministre, la dénonciation de l'injustice, l'urgence écologique et le combat démocratique sont intimement liés. Depuis 7 ans, l'exécutif n'a cessé de mépriser le dialogue social, de brutaliser le Parlement, d'ignorer les aspirations profondes des Françaises et des Français. Le président de la République, par sa pratique personnelle, aura fini d'épuiser la Ve République et d'abîmer la politique dans ce que les citoyens lui conservaient encore de crédit. Il aura manqué de ce type de mœurs, de vertus, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire qui fonde la démocratie. Le président de la République a oublié les conditions de son élection face à l'extrême droite. Toute concession est une faute morale. Toute tentative de triangulation, une erreur tactique. La réaction menace. Garde-nous qu'elle se serve un jour de l'ordre républicain pour le retourner contre la République elle-même. Monsieur le Premier ministre, il n'y a qu'un pas de la faiblesse à la trahison. Ce pas, vous l'avez franchi. Monsieur le Premier ministre, après 7 ans de macronisme, les socialistes sont épuisés. Jamais le défi inégalitaire n'aura été plus grand, ni l'idéal républicain d'émancipation si lointain. Les inégalités explosent, les injustices multiplient, les frontières infranchissables et invisibles. Quand les incertitudes sont fortes, que l'avenir apparaît sans issue, l'entre-soi devient un refuge. Chacun défend sa colère et sa vision du monde. Il existe un autre chemin, un autre idéal. Pour y parvenir,
Tout n'est pas à refaire, tout n'est pas à abattre, tout est entre nos mains. Et je veux dire le sens profond de notre projet et de notre opposition. Abattre les barrières qui partout s'opposent à la fraternité humaine. On me dira que la fraternité n'est pas un projet politique, c'est le seul qui vaille pour sortir les hommes et les femmes de la solitude dans laquelle les laisse votre politique. Votre œuvre destructrice, monsieur le Premier ministre, abandonne les plus faibles à ce que vous pensez être leur destin de perdant. Je vous ai écouté. Vous êtes le jeune visage du vieux monde. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Martin.